J'ai visité un vrai appartement et signé un bail. Puis j'ai payé 1440 €. Le jour du déménagement, une femme a ouvert la porte et m'a dit « Cet appartement n'est pas à louer ». Je m'appelle Samir, j'ai 31 ans, et je travaille dans une entreprise de livraison à Lyon. Il me restait une semaine pour trouver un logement. Cette date me suivait partout. Depuis un mois, je dormais dans la petite chambre de mon cousin. Mes cartons occupaient le couloir, et je voulais retrouver une vie normale. Je n'osais plus rien déballer. Chaque matin, je prenais 2 bus pendant plus d'1 heure. Mon chef acceptait mes retards, mais il m'avait demandé de régler rapidement le problème. Mon travail commençait à 6 heures. Je pouvais payer 720 € par mois. À Lyon, ce budget était limité, surtout pour un appartement proche de mon dépôt. Je calculais chaque dépense avec attention. Je regardais les annonces avant le travail, pendant ma pause et le soir. Les appartements corrects disparaissaient parfois en moins de 20 minutes. Je gardais toujours mon téléphone ouvert. J'envoyais des messages, mais on me répondait souvent « déjà loué ». Après 10 jours, je commençais à perdre confiance. Chaque refus semblait fermer une porte. Le dimanche soir, mon cousin m'a rappelé que sa sœur arrivait samedi. Je devais libérer la chambre avant la fin de la semaine. Il était désolé, mais la date était fixée. À 22h10, une annonce est apparue. Un studio lumineux était disponible à 10 minutes de mon travail pour 720 €. J'ai relu le prix 2 fois. Les photos montraient une cuisine blanche, un balcon et une grande fenêtre. Le logement semblait propre, calme et presque neuf. La lumière rendait chaque pièce accueillante. Le propriétaire expliquait qu'il partait travailler 6 mois en Belgique. Il voulait louer vite à une personne sérieuse qui respecterait l'appartement. Cette explication paraissait simple et logique. J'ai présenté mon travail, mon salaire et ma situation. 3 minutes plus tard, un homme appelé Monsieur Laurent m'a répondu poliment. Il écrivait sans aucune faute étrange. Il proposait une visite lundi à 18h30. Il disait avoir déjà 12 demandes et devoir choisir avant mardi soir. Je pouvais enfin agir rapidement. Il voulait ma carte d'identité, mes 3 fiches de paie et mon contrat. Cette demande me semblait normale pour louer un logement. J'ai caché mon numéro fiscal avant l'envoi. Mon cousin trouvait la réponse trop rapide. Mais l'adresse existait, le prix semblait possible, et je pouvais visiter avant de payer. Je lui ai promis de rester prudent. Le lundi, je suis arrivé 10 minutes en avance avec mon dossier. L'immeuble était propre et situé dans une rue calme. Un supermarché se trouvait juste en face. Un homme d'environ 40 ans m'attendait devant la porte. Il portait une veste bleue, parlait doucement et connaissait bien le quartier. Il m'a appelé par mon prénom. Il a utilisé un badge, puis une clé pour ouvrir le studio du 3e étage. Tout correspondait exactement aux photos de l'annonce. Ce détail a calmé mon dernier doute. Il m'a montré le chauffage, les fenêtres et le compteur électrique. Il savait même expliquer comment fermer le volet du balcon. La visite a duré presque 30 minutes. Il y avait quelques livres, 2 tasses et une plante verte. Monsieur Laurent disait laisser ses objets pendant son séjour en Belgique. Rien ne semblait préparé pour tromper quelqu'un. Je me voyais déjà prendre mon café près de la fenêtre. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais soulagé. Le studio ressemblait à une solution parfaite. En sortant, nous avons croisé une femme avec un dossier. Monsieur Laurent m'a dit qu'elle visitait après moi et qu'il déciderait ce soir. La concurrence paraissait donc bien réelle. À 20h15, il m'a choisi. Pour réserver le studio, je devais signer le bail et payer avant 10h le lendemain. Mon soulagement est devenu une urgence. Le paiement était de 1440 €, 720 € de dépôt et 720 € pour le premier mois. J'avais économisé cette somme pendant 6 mois. Le document indiquait l'adresse,
la surface, le loyer et son numéro de carte d'identité. Il comportait aussi une signature et un inventaire. Chaque page semblait professionnelle et précise. Le compte bancaire était au nom de Lucas Martin, pas Laurent. Il expliquait que Martin était son deuxième prénom utilisé pour ses finances. Cette différence m'a arrêté quelques secondes. Il m'a envoyé une photo de sa carte d'identité. Le visage ressemblait au sien, et le document portait le nom Laurent Martin. L'image était nette, avec plusieurs détails officiels. Il ajoutait que la femme visitée après moi pouvait payer immédiatement. Si j'attendais, il lui donnerait l'appartement dès le matin. Je ne voulais pas recommencer mes recherches. À 9h20, j'ai signé le bail et envoyé 1440 €. Ma banque a confirmé le virement quelques secondes plus tard. Mon compte semblait soudain très vide. Monsieur Laurent m'a envoyé un reçu et un message de bienvenue. Nous devions nous retrouver vendredi à 17h pour les clés. J'ai enregistré tous les documents dans un dossier. J'ai annoncé la nouvelle à mon cousin et à mes collègues. J'ai même acheté une petite lampe pour mon nouveau salon. Cette semaine paraissait enfin plus légère. Vendredi, j'ai chargé mes cartons dans la camionnette d'un collègue. J'avais la lampe, mes vêtements et toutes mes affaires. Nous avons quitté la chambre avant 16h. À 16h30, Monsieur Laurent ne répondait plus. Son téléphone sonnait, puis passait directement sur la messagerie. Ses messages restaient marqués comme non lus. Je pensais qu'il était dans le métro ou occupé par son voyage. Nous avons quand même roulé jusqu'à l'adresse prévue. Mon collègue essayait de me rassurer. À 17h10, personne ne nous attendait. Mon badge provisoire ne fonctionnait pas, et je n'avais pas encore la clé du studio. Les cartons attendaient sur le trottoir. Une voisine est entrée et m'a demandé pourquoi nous avions autant de cartons. Quand j'ai parlé de la location, son visage a changé. Elle m'a demandé de répéter l'adresse. Elle connaissait la propriétaire du studio. Selon elle, l'appartement n'était pas à louer. Une jeune femme y vivait depuis 3 ans. Mes mains sont devenues froides. J'ai montré le bail sur mon téléphone. La voisine ne connaissait aucun Monsieur Laurent et m'a conseillé d'appeler immédiatement la propriétaire. Mon collègue a commencé à rentrer les cartons. À ce moment-là, une femme est arrivée avec des courses. Elle s'appelait Claire et elle a ouvert le studio avec sa propre clé. Elle ne comprenait pas notre présence. Claire a reconnu les photos de l'annonce. Elle venait d'un ancien site de vente publié avant son arrivée dans l'appartement. Les mêmes images circulaient encore en ligne. Les livres, les tasses et la plante n'étaient pas à elle. Quelqu'un les avait probablement placés pour rendre la visite plus crédible. Claire avait rangé le studio avant son départ. Claire avait prêté son studio à une plateforme pendant un voyage professionnel. Un visiteur nommé Lucas avait réservé 2 nuits seulement. La réservation finissait le lundi matin. La photo du visiteur ressemblait à Monsieur Laurent. Il avait donc loué le studio pour 2 nuits afin d'organiser de fausses visites. La vraie clé venait simplement de la réservation. Claire avait reçu un message étrange le matin. Une autre personne lui demandait déjà quand elle pouvait récupérer les clés. Elle avait d'abord pensé à une erreur. Cette personne avait aussi payé 1440 €. Elle avait signé le même bail, mais son rendez-vous était prévu samedi. Le fraudeur avait vendu 2 fois le studio. L'annonce avait disparu, le numéro était coupé et l'adresse électronique ne répondait plus. Je sentais mon argent s'éloigner chaque minute. Même le profil avait été supprimé. Claire m'a demandé de ne rien effacer. Nous avons photographié l'entrée, le bail, les messages et la confirmation du virement. Elle gardait aussi la réservation originale. J'ai appelé le numéro officiel de ma banque. J'ai expliqué que le bénéficiaire avait utilisé un faux nom pour une fausse location. Le conseiller a noté l'heure exacte. Le conseiller a lancé une demande urgente de retour des fonds. Il ne promettait rien,
mais le compte destinataire était encore en France. Chaque minute pouvait encore compter. Il a aussi bloqué tout nouveau paiement vers ce compte et m'a envoyé un formulaire de fraude dans mon espace bancaire sécurisé. Je l'ai rempli immédiatement. Claire et moi sommes allés au commissariat avec mon collègue. J'ai remis le bail, les captures d'écran et les informations du virement. Nous avons raconté la visite séparément. La policière a vérifié la carte envoyée par Monsieur Laurent. Le document appartenait à un vrai homme, mais la photo avait été remplacée. Les chiffres du document étaient vrais. L'immeuble possédait une caméra près des boîtes aux lettres. Le syndic pouvait conserver les images pendant quelques jours sur demande officielle. Il fallait donc agir avant leur suppression. Claire a signalé la réservation. La plateforme a conservé le paiement, le numéro utilisé et une copie du document présenté par le visiteur. Son équipe de sécurité a répondu rapidement. La personne du message est venue au commissariat. Elle s'appelait Anna et avait trouvé l'annonce sur un autre site avec des photos identiques. Elle portait encore son dossier de location. Sur le bail d'Anna, le compte bancaire n'était pas le même. Le fraudeur utilisait plusieurs comptes pour recevoir les paiements rapidement. Son reçu portait pourtant la même signature. Je suis retourné dormir chez mon cousin avec tous mes cartons. La nouvelle lampe est restée fermée dans sa boîte, au milieu de la chambre. Je n'avais plus envie de l'ouvrir. Je pensais sans arrêt à la visite. Une vraie clé, une vraie adresse et un vrai appartement avaient suffi pour gagner ma confiance. Tout avait semblé normal pendant 30 minutes. Samedi matin, ma banque m'a appelé. Le compte avait reçu plusieurs virements suspects et une partie de l'argent n'était pas encore partie. J'ai retenu mon souffle. La banque avait réussi à bloquer 1000 €. Les 440 € restants avaient déjà été transférés vers un autre compte. Ce n'était pas tout, mais c'était beaucoup. Les images de l'immeuble montraient clairement le faux propriétaire. La police a relié son visage à une réservation faite la semaine précédente. Sa veste bleue était parfaitement visible. Le compte de Lucas Martin appartenait à un homme qui recevait une commission. Il retirait l'argent et envoyait le reste aux fraudeurs. La banque avait déjà surveillé ses mouvements. La police ne pouvait pas tout résoudre en un jour. Mais nos signalements rapides avaient arrêté plusieurs paiements et protégé d'autres candidats. Les 2 annonces ont aussi été retirées. 2 semaines plus tard, les 1000 € bloqués sont revenus sur mon compte. Pour le reste, la procédure devait continuer avec l'assurance. J'ai enfin dormi un peu mieux. Je devais encore trouver un logement. Cette fois, je notais une liste de vérification avant chaque visite et avant chaque paiement. Mon cousin relisait aussi chaque document. Je demandais une pièce d'identité en personne et un document prouvant le droit de louer. Je vérifiais aussi que tous les noms correspondaient. Une photo seule ne suffisait plus. Si quelqu'un exigeait un paiement urgent, je refusais. Un vrai logement pouvait intéresser plusieurs personnes, mais la pression restait un danger. Je préférais perdre une annonce que mes économies. Une collègue m'a recommandé une petite agence près du dépôt. Elle m'a présenté un studio moins moderne, mais clair et correctement vérifié. Le trajet durait seulement 15 minutes. J'ai signé dans le bureau de l'agence. Le nom du propriétaire, le bail et le compte bancaire étaient identiques sur chaque document. L'agent a répondu à toutes mes questions. Le samedi suivant, j'ai ouvert ma vraie porte. J'ai posé la lampe près de la fenêtre et envoyé une photo à mon cousin. Cette fois, personne ne pouvait me chasser. Une visite réelle ne prouve pas qu'une personne possède le logement. Avant de payer, il faut vérifier l'identité, les documents et le compte. La confiance doit venir après les preuves. Merci d'avoir écouté cette histoire. Avant de payer un loyer ou un dépôt, vérifie l'identité du propriétaire, son droit de louer et le nom du compte bancaire. Une vraie clé ne prouve pas que la personne possède le logement. Qu'aurais-tu vérifié à la place de Samir ? Écris ta réponse et abonne-toi.
À très bientôt.